La guerre est là. Quel côté vont-ils prendre? Les pays africains, malheureusement, seront des victimes expiatoires. Ou alors des victimes collatérales. Collatérales parce que toutes ces puissances ont des intérêts en Afrique. Et quand on voit justement les rivalités dans ce monde de la guerre actuellement, on entend juste un message. Nous allons attaquer vos intérêts. Les Occidentaux ont beaucoup d'intérêts en Afrique. Il pourrait donc arriver que même vous, du Cameroun, que vous subissiez. Pourquoi? La quasi-totalité des Africains, des pays africains, ont par exemple voté la reconnaissance de la Palestine à l'ONU. 2 pays ne l'ont pas fait. Le Cameroun, l'Érythrée. Dans cette guerre, on voit donc comment est-ce qu'on est en train de bombarder. L'Iran est en train d'envoyer des missiles partout où il y a les intérêts américains ou israéliens. Et si les Israéliens ont actuellement les intérêts en Afrique, c'est au Cameroun. Vous le savez. Notre armée, l'Obir, on achète le matériel où? En Israël. Qui forme l'Obir? C'est les généraux et les mercenaires israéliens. Qui fait ceci et cela? C'est Israël. Paul Biya est parti avec le Cameroun, pieds et poings liés auprès d'Israël. Donc quand Israël est en guerre, sachez que le Cameroun est en guerre. Parce que le Cameroun est son partenaire. Mais cependant, il y a une autre guerre, celle qui est économique. Beaucoup d'Africains ont cru que les puissances étrangères peuvent souvent les aider à affronter d'autres puissances étrangères. Mais on a pu voir ce qui s'est passé en Syrie. On a vu que Poutine n'a pas levé le doigt pour défendre pourtant son partenaire. La seule chose qu'il a quand même pu faire, c'est qu'il a réussi à faire qu'il fuit. Vous avez vu ce qui vient de se passer avec Maduro. On est parti le porter. Poutine est resté tranquille. Parce qu'il défend d'abord ses intérêts. C'est normal. C'est comme ça que c'est un vrai dirigeant. Il va aller se casser les tympans, les machins et tout. Pourquoi? Au Venezuela. Non. Il est resté tranquille. Maduro est en prison. Là maintenant, leur partenaire c'est l'Iran. Nous allons voir, la seule chose que j'ai vue dès le départ, c'est que Poutine lui a dit que, pardon, mes gars, vous qui êtes là-bas, là, partez parce que, il s'est dit à laver les mains. Les Chinois, pendant ce temps, même chose. On regarde, on vous voit, et on profite. C'est ça la Chine. Pendant que les autres sont en guerre là, la Chine est donc en train de faire des grandes affaires.
La Chine est en train de récupérer toute l'Afrique. Vous avez pu voir que pendant que le monde est en feu, pendant qu'on parle de nucléaire, la Chine arrive, fait semblant de sortir les gros bras. Mais derrière, qu'est-ce que la Chine fait? La Chine a ouvert le commerce aux Africains. On applaudit. Wow, 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 wow. Que la Chine nous fait du bien, c'est vrai. C'est-à-dire que non, maintenant, vous pouvez, il n'y a plus de douane, vous nous offrez vos matières premières, nous sommes vos meilleurs partenaires. Oh, les Occidentaux vous ont fait... C'est vrai que les Occidentaux ont beaucoup fait marcher les Africains. C'est vrai que les Occidentaux ont beaucoup escroqué les Africains. C'est vrai que les Occidentaux ont récupéré parfois gratuitement les matières premières juste parce que, bon, nos chefaillons étaient tout simplement cons. Mais la Chine est venue avec son système donnant-donnant. La dernière opération que la Chine vient de faire va changer le monde. En Afrique, on ne discute pas de ça. On ne parle pas de ça. Mais l'avenir du continent vient de se jouer avec cette décision que la Chine, contrairement à ce que vous pouvez croire que c'est un geste humanitaire, c'est peut-être une nouvelle dépendance. Peut-être c'est un nouveau maître auquel nous devons nous habituer, le maître chinois. Le maître chinois n'est pas celui qui va vous imposer les droits de l'homme. Le maître chinois n'est pas celui qui va s'occuper de tout ce qu'il y a là-bas au pays et machin et tout. Le maître chinois te dit, c'est du donnant-donnant, mais en réalité, le maître chinois, derrière, mise d'abord à vouloir sécuriser les matières premières. Et dès que les matières premières sont sécurisées, ainsi il y a les coupes tendons contre l'Union européenne, les Occidentaux qui sont en guerre, et même la Russie. La Chine s'installe donc petit à petit. La preuve, vous voyez que même l'or et ceci et cela, peut-être demain ou après-demain, on vous dira que vos terres, ne dites plus que c'est pour des Bamileke, ne dites plus que c'est pour les Sawa ou les Ekambeti. Ce sera peut-être pour les Chinois. Dernière actualité géopolitique très importante que les Africains, nous, on n'a pas eu à observer. Écoutez cette analyse. Comment que le libre-échange, c'est une invention occidentale? Détrompez-vous. Pendant que l'Europe et les États-Unis multiplient les barrières douanières et les taxes punitives, la Chine vient de faire l'impensable. Elle a ouvert grand les portes de son marché à 53 pays africains. Zéro tarif, zéro condition. Et ça, mes amis, c'est en train de changer la face du monde. Nous sommes en février 2026 et quelque chose d'historique vient de se produire. Le 1er janvier de cette année, Pékin a activé ce qu'on appelle désormais le tarif zéro total. Concrètement, la Chine a supprimé 100% de ses droits de douane pour les pays africains les moins avancés. 53 nations, plus d'1 milliard d'êtres humains, un continent entier qui peut désormais exporter vers le deuxième plus grand marché de la planète sans payer 1 centime de taxe. Pour vous donner une idée de l'ampleur du truc, on parle de la première fois dans l'histoire moderne qu'une puissance économique majeure ouvre son marché de manière totalement unilatérale, sans réciprocité, sans contrepartie immédiate, sans ces fameux accords commerciaux non comme un jour sans pain que l'Occident adore négocier pendant des années. Et attention, on ne parle pas de quelques produits symboliques, non, on parle de 100% des lignes tarifaires, du café éthiopien au cobalt congolais, des mangues du Burkina Faso au cacao ivoirien, tout entre en Chine sans barrière. Le ministre chinois du Commerce, Wang Wentao, l'a dit sans détour lors du forum de coopération Chine-Afrique en septembre 2025. Nous ne demandons rien en retour. Nous voulons simplement être le partenaire qui aide l'Afrique à se tenir debout. Attendez, depuis quand les grandes puissances font du bénévolat économique? Spoiler alerte, jamais. Alors qu'est-ce qui se cache vraiment derrière cette générosité spectaculaire? Décryptons la machine. La Chine ne fait pas de la charité, elle construit une forteresse économique.
Premier objectif, transformer la Chine en débouché numéro 1 pour l'Afrique. Et ça marche déjà. En 2025, les importations chinoises de produits africains ont bondi de 34% par rapport à 2024, atteignant 127 milliards de dollars. Avec le tarif zéro, les économistes prévoient une explosion à plus de 200 milliards d'ici fin 2026. Mais pourquoi la Chine veut tant de produits africains? 3 mots: sécurité d'approvisionnement. La Chine importe aujourd'hui 73% de son pétrole, 85% de son cobalt et 60% de son cuivre. Et devinez d'où vient une bonne partie de ces ressources? Bingo, l'Afrique. En supprimant les tarifs, Pékin sécurise ses chaînes d'approvisionnement pour les décennies à venir. C'est du génie stratégique. Pendant que l'Occident cherche à réduire sa dépendance à la Chine crée de nouvelles dépendances, mais dans l'autre sens. Et il y a un second niveau encore plus malin, la dépendance mutuelle. Plus l'Afrique vend à la Chine, plus elle devient dépendante de la demande chinoise. Si demain l'économie chinoise ralentit, ou si Pékin décide de fermer le robinet, des millions d'agriculteurs et d'ouvriers africains se retrouvent dans la panade. Ah, C'est la version 21e siècle de ce qu'on appelait autrefois les économies de comptoir. Sauf que cette fois, le comptoir s'appelle Shanghai, pas Londres ou Paris. Maintenant, donc nous on parlons tourne du vrai en rond. sujet qui rend tout le monde nerveux à Bruxelles et à Washington, l'influence. Parce que oui, cette mesure tarifaire, c'est une arme de soft power d'une puissance atomique. Comparons rapidement. Si vous êtes un pays africain et que vous voulez accéder au marché européen, vous devez signer un accord de partenariat économique, les fameux APE. Des négociations qui durent parfois 10 ans, des conditions strictes sur les normes sanitaires, environnementales, sociales, des quotas, des exceptions. C'est kafkaïen. Avec les États-Unis, même combat. L'AGOA, l'African Growth and Opportunity Act, c'est 43 pages de critères d'éligibilité. Il faut respecter les droits de l'homme, organiser des élections libres, combattre la corruption. Des trucs nobles, certes, mais complexes et conditionnels. Et avec la Chine en 2026, rien. Nada. Vous êtes un pays moins avancé, vous exportez, point final. Le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, l'a dit sans détour en janvier lors du sommet de l'Union africaine. Pour la première fois, un partenaire nous traite comme des égaux, pas comme des élèves qu'il faut éduquer. Boum! Ça, c'est le genre de phrase qui fait exploser les ambassades occidentales. Parce que pendant 70 ans, l'Occident a vendu son modèle sur le mode « Nous sommes vos sauveurs, vos modèles, vos professeurs ». Et là, la Chine arrive et dit « On s'en fiche de vos leçons. Vous voulez faire du business? Faisons du business. » Et devinez quoi? Ça plaît. Énormément. Selon un sondage Afrobaromètre de décembre 2025, 67% des Africains interrogés considèrent désormais la Chine comme un partenaire plus fiable que l'Union européenne ou les États-Unis. L'Occident n'a pas perdu une bataille. Il est en train de perdre la guerre de l'influence. Mais attendez, la Chine ne s'arrête pas à ouvrir son marché. Elle va plus loin. Beaucoup plus loin. Parce que le tarif zéro, c'est juste la cerise sur le gâteau. Le vrai dessert, c'est ce qui vient avec. L'accompagnement à l'industrialisation. La Chine a annoncé en 2025 un programme d'investissement de 85 milliards de dollars sur 5 ans pour aider les pays africains à transformer leurs matières premières sur place. Plus de cacao brut exporté? Non. Des chocolateries en Côte d'Ivoire. Plus de cobalt brut? Des usines de batteries en RDC. Plus de coton brut? Des usines textiles au Mali. L'idée? Créer de la valeur ajoutée en Afrique. Et ça, franchement, c'est un game changer potentiel. Prenez l'exemple de l'Éthiopie. En 2024, le pays exportait du café brut pour une valeur de 1,2 milliard de dollars. Avec les nouvelles usines de torréfaction financées par des prêts chinois à taux préférentiels, les projections pour 2027 parlent de 3,8 milliards de dollars d'exportation de café transformé. Tripler la valeur, même matière première, juste en la transformant localement. Et devinez où va ce café transformé? En Chine. Vous voyez le cercle vertueux ou vicieux, selon votre point de vue? Mais soyons honnêtes 2 secondes. Est-ce que la Chine fait ça par philanthropie? Non. Elle crée un écosystème où l'Afrique produit ce dont la Chine a besoin, de la manière dont la Chine en a besoin. Certains économistes africains, comme la Kenyane Dambisa Moyo, préviennent. Nous risquons de remplacer une dépendance coloniale par une dépendance néocoloniale.
juste avec un nouveau maître. Dur, mais pas faux. Et maintenant, parlons du niveau supérieur, la diplomatie. Parce que le tarif zéro, c'est pas juste une question économique, c'est une arme diplomatique. La Chine construit le Sud global 2.0, un bloc de pays en développement qui ne s'aligne plus automatiquement sur l'Occident dans les instances internationales. Et ça marche. À l'Assemblée générale de l'ONU en septembre 2025, sur 17 résolutions importantes, 12 ont vu l'Afrique voter massivement avec la Chine et contre les positions occidentales. Sur les questions de droits de l'homme au Xinjiang, silence africain. Sur Taïwan, soutien à Pékin. Sur les sanctions économiques, opposition frontale. Le deal est clair. Vous soutenez nos intérêts diplomatiques, on soutient votre développement économique. Et à l'Organisation mondiale du commerce, c'est encore plus spectaculaire. En janvier 2026, 41 pays africains ont co-signé avec la Chine une proposition de réforme des règles commerciales internationales qui remettrait en cause 50 ans de consensus occidental. L'ambassadeur chinois à l'OMC, Li Chenggang, l'a formulé ainsi. Les règles commerciales du XXe siècle ont été écrites par le Nord pour le Nord. Il est temps que le Sud écrive ses propres règles. Et avec 53 pays africains dans sa poche, plus l'Asie du Sud-Est, plus l'Amérique latine qui commence à suivre, la Chine est en train de constituer une majorité mathématique dans toutes les organisations internationales. L'Occident ne fait plus les règles, il les subit. Alors l'Union européenne s'inquiète, et elle a raison. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, l'a reconnu lors d'une conférence de presse en janvier 2026. Nous avons sous-estimé la vitesse à laquelle la Chine pouvait rebattre les cartes en Afrique. Sous-estimé ? C'est un euphémisme diplomatique pour dire on s'est fait complètement souffler. L'Europe essaie de riposter. Le programme Global Gateway a été dopé à 340 milliards d'euros pour rivaliser avec les nouvelles routes de la soie. Mais c'est trop peu, trop tard, parce que la Chine n'a pas attendu. Elle a agi. Pendant que l'Occident parlait, discutait, conditionnait, la Chine construisait, investissait, ouvrait. Maintenant, la question n'est plus comment stopper la Chine en Afrique, la vraie question c'est comment l'Occident peut-il encore être pertinent ? Et pour l'Afrique, la question est tout aussi vertigineuse. Sommes-nous en train de construire notre indépendance ou simplement de changer de tuteur ? Une chose est sûre, le monde de 2026 n'est plus celui de 2020. Les cartes sont rebattues, les alliances se redessinent, et cette histoire de tarifs douaniers, ce n'est que le début. Parce que quand on regarde l'histoire, les grands bouleversements géopolitiques commencent toujours par l'économie. La question n'est... Ça commence toujours par l'économie et par la suite, on peut vous assujettir par la doctrine. La Chine est donc devenue un véritable géant qu'on ne voit pas, qui reste calme. Mais parfois, certains découvrent les Chinois au fond de nos campagnes, à l'est du pays, ou partout où il y a des mines. Peut-être d'ici quelques années, nous serons peut-être tous Chinois. Peut-être ce seront nos nouveaux maîtres. Peut-être que ce sera peut-être aussi un outil de colonisation. Et d'ailleurs, c'est un intellectuel et panafricaniste, Jomo Kenyatta, qui disait, quand les Blancs sont venus en Afrique, ils avaient la Bible et nous les terres. Ils nous ont appris à prier les yeux fermés. Quand nous les avons ouverts, ils avaient les terres et nous la Bible. Et encore aujourd'hui, l'Afrique
est un pays où les religions dominent. Et quand on voit, par exemple, ces religions, on constate que à chaque pèlerinage, on se tourne vers l'Afrique, et particulièrement le pape. Et pourtant, il n'y a pas de pape noir. Pourquoi autant d'intérêt pour le Cameroun, pour l'Afrique? Une nouvelle fois, pour une tournée, voilà encore le pape qui va arriver au Cameroun. Ah oui, comme je vous le disais, quand les religions sont arrivées, avant que, par exemple, au Vatican ne bénisse la traite négrière, tout le monde disait, nous sommes frères, voilà de très bons missionnaires. Mais après, certains ont sorti des barres de fer. Ils ont sorti des fils de fer. Ils nous ont envoyés en enfer. D'autres même ont fait des dessins en nous montrant que peut-être le diable était noir et que Dieu était blanc. Qu'à cela ne tienne, nous sommes encore de bons chrétiens, de bons croyants, de fervents croyants d'ailleurs, y compris moi. Mais cependant, est-ce que le pape, est-ce que le Vatican travaille pour l'Afrique, pour les Africains? Est-ce que la venue des papes propose des solutions, met fin au pillage, essaye de tirer les oreilles aux dictateurs, essaie de faire que le panier de la ménagère change? L'arrivée du pape donne toujours espoir. Lui, comme Paul Biya qui a dit que ce mandat, c'est celui même pas seulement de l'espoir, mais de l'espérance. Et comme tel, il fallait donc inviter le pape. Le pape viendra-t-il nous multiplier les pains? Viendra-t-il changer de l'eau en vin? Va-t-il mettre fin à la faim? Ou va-t-il mettre fin à la guerre? Gardons les pieds sur terre. Tout comme nous également, nous regardons les Chinois arriver, tout gentils, tout beaux. Mais peut-être que demain, on comprendra que personne ne vient pour nous enlever de l'enfer et nous amener au paradis. Ça y est, c'est décidé. Le pape arrive au Cameroun. Waouh! Le Cameroun est un pays béni de Dieu. Le Cameroun est un pays choisi par Dieu. Le Cameroun, c'est un pays qui est le plus merveilleux. Voilà pourquoi est-ce que les papes viennent toujours chez nous. Ah oui! On applaudit, on applaudit, on applaudit, on applaudit, on applaudit. Ah tiens! Je me souviens de lui. Je croyais qu'il sortait du paradis. Je ne savais même pas qu'il venait du pays qu'on dit souvent que sous comme un polonais. Non. Parce qu'il avait changé de nom. On l'appelait Jean-Paul II, le 262e pape. Celui-là, il avait failli construire sa maison au Cameroun. J'avais même cru qu'il allait déménager pour s'installer à Mvolier. Puisque la première fois, il était venu en 85. Paul Biya venait à peine d'arriver, en août 85. Je me souviens comment j'avais couru partout.
alors que j'étais encore petit. Je me souviens comment ma mère avait porté une grosse robe blanche. Elle disait qu'elle est Bézimbebe Maria. J'ai dit, hein, maman, tu es quoi? Elle dit que Bézimbebe Maria. Je demande, c'est comment? On me dit que Bézimbebe Maria veut dire que les soldats de Marie. Je dis, hein? Maman, où est ton âme? Parce que tu es dans l'armée de la Vierge Marie. Elle dit, mais mon père avait dansé jusqu'à... J'avais cru que, avec l'arrivée de Jean-Paul II, qu'on allait manger le poulet chaque jour. Quand Jean-Paul II est rentré, on a recommencé avec le pain, le zom, le coq. Il dit, mais j'ai cru que le type, c'est comme il venait au paradis, on nous a dit que quand quelqu'un, oui, le pape, vraiment, et tout ça. Moi j'étais encore, bon. Puis, en septembre 1995, le gars est revenu. Le monsieur est revenu. J'ai dit cette fois-ci alors, c'est qu'il est parti bien se préparer. Dieu nous a encore choisis. Non, le Cameroun. Non, le Cameroun est tellement beau. Le Cameroun est merveilleux. Bon pays, yeah, le Cameroun. On faisait les chemins de croix. Après, on nous avait même dit que la Vierge Marie est sortie en volier. Moi-même, j'ai couru là-bas. On me montrait la terre qui brillait là. On prend la terre là, on met ça sur nous comme ça là, on fait ceci, on se met à genoux. Les branches d'arbres ont commencé à se casser jusqu'à tuer même encore les sœurs religieuses. J'ai dit que c'est la Vierge Marie qui est en train de venir tuer son peuple comme ça. Après, on nous a dit que le peuple est mort. J'ai dit, hein? Le type là, donc, l'homme de Dieu, s'il peut mourir. Et pour mourir là, on me dit qu'on est allé avec lui à l'hôpital. J'ai dit que quand mon père est malade ici, nous partons à l'église, on lui fait l'imposition des mains. On dit, priez, voici la messe des malades. Priez pour les malades et tout. Sauf que quand le prêtre de chez nous, lui-même, il était tombé malade, là, j'ai appris qu'il allait à l'hôpital central. Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas prié pour lui? On a commencé à dire qu'il faut cotiser pour lui donner, envoyer de l'argent parce que vraiment, j'ai dit qui? Papa, un peu peur. Quand toi tu étais malade, comme ça ici, on faisait la messe des malades. Maintenant, lui, il est... Je me souviens en 2011, j'étais déjà ici. J'apprends que Paul Biya, le voilà à la messe pontificale. Là alors j'ai commencé à rêver. J'ai rêvé parce que cette messe pontificale, il était devant tous les chefs d'État, devant tous les chefs d'État là. Paul Biya était devant. J'ai dit, c'est certainement l'homme le plus saint de la planète Terre. Comment devant comme ça la messe pontificale, même pour la béatification, les sanctifications, Paul Biya était toujours devant. J'ai dit, tiens. En 2005, Jean-Paul, il était devant. En 2011, il était devant. Avec Chantal. Et j'ai même cru que c'est eux qui allaient partir au paradis. Et je me souviens qu'en 1995, quand Jean-Paul II arrive, pour le saluer, rien. L'endroit où il avait embrassé le sol là, nous on repartait. Pour même chercher une place pour embrasser l'endroit là, on nous interdisait. On disait tout simplement que
2 personnes seulement iront au paradis au Cameroun. Après Paul Biya et Chantal et ses ministres qui ont salué le pape. On savait que ce sera Brenda Biya et Junior Biya. Puisque Paul Biya avait refusé que le pape touche d'autres enfants. Donc, il a baptisé les enfants de Paul Biya. Nous, on a grandi comme ça, là. On savait donc que Brenda Biya, ce sera comme une sorte de... Comment? C'est-à-dire que les statues de Vierge Marie, là, qu'elle sera douce, que vous venez vous prier. Anastasia, Brenda, priez pour nous. Fais qu'on prenne ma mère au paradis. Est-ce que tu peux faire que moi-même mes péchés me soient pardonnés parce que le pape t'a touché? C'est toi qui es près de Dieu et tout et tout. Ah! J'ai commencé à voir comment Brenda, elle sort. La fumée sort de son nez comme si c'était un enfer. Les yeux rougissent. Je dis que les cheveux se dressent comme ça, comme on nous montrait les films d'exorcisme. Je dis, c'est l'enfant du pape qui est devenu comme ça. Après, je vois comment Junior commence à gonfler comme s'il avait pris, comme si c'était le tapioca. Je dis, ok, c'est les enfants qui ont été baptisés par le pape qui sont comme ça là. Dans la famille Biya, j'ai donc compris que la venue du pape n'avait pas servi à grand chose. Puisque sa propre famille n'est pas à côté du paradis. Loin s'en faut. Mais moi, comme je vous ai toujours dit, je respecte ma religion. Même si je ne respecte pas ceux qui disent que ils nous amèneront au paradis. Moi, je suis un chrétien. Même si, et d'ailleurs, c'est écrit dans la Bible, hein, je crois, Évangile selon saint Matthieu. Ne faites pas ce que je vous dis, dites ce que je... Ne faites pas ce que je fais, mais faites ce que je vous dis. Moi, je me base donc sur les Saintes Écritures. Et c'est pour ça que vous allez me dire que, mais pourquoi tu crois? Moi, je continue à croire en Dieu. Mais pas à ceux qui font le faux à côté. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup utilisent la religion, tout comme Paul Biya, pour mater les populations. Beaucoup utilisent la religion pour nous dominer, pour qu'on ne revendique pratiquement rien. Beaucoup utilisent le pape comme un instrument de corruption. J'ai vu l'article de mon frère Mbédé. Parce qu'aujourd'hui, pour la première fois, après l'arrivée de 3 papes, enfin 3 visites de papes, voilà la 4e. Et là, le peuple camerounais, qui pourtant a de la foi, est très divisé. Pourquoi les papes apprécient tant le Cameroun? Hein? Le Cameroun n'est pas le pays le plus catholique d'Afrique. C'est plutôt le Nigeria, la RDC. Le Cameroun n'est même pas dans le top 5. Mais qu'est-ce que le pape vient tout le temps faire au Cameroun? On nous dit que c'est pour la paix. Applaudissez, le pape est venu, il va vous apporter la paix, il va faire ceci, il va faire cela. Et bien évidemment, mon frangin Mbédé, qui d'ailleurs au Vatican, hein, il est diplomate, là-bas au Vatican, il a écrit un papier pour défendre, pour soutenir l'arrivée du pape au Cameroun. Puisque j'aime la démocratie, et puisque j'aime la divergence des idées, je crois que je vais retrouver son papier sur la venue du pape. Voilà ce qu'il écrit. La star de Dieu. N'en déplaise aux nombreux chrétiens catholiques du Cameroun,
nous disons non à la venue du pape au Cameroun. Ça, c'est honteux. Mais je vais laisser qu'il intervienne après. Mais je vous ai dit que je voulais d'abord lire La Star de Dieu, qui soutient. Et c'est à vous de juger. Diplomatie vaticane et réalité politique, l'heure de vérité pour les apprentis sorciers du web. Le spectacle navrant auquel nous assistons sur les réseaux sociaux depuis l'annonce de la visite du pape au Cameroun témoigne d'une ignorance crasse des mécanismes qui régissent le monde. Entre sorties immatures, analyses bisounours et injures émotives, certains pensent que la diplomatie est un roman Facebook. Il est temps de remettre l'église au milieu du village, ou plutôt la secrétaire d'État au cœur de l'analyse. 1. Le Vatican n'est pas une ONG, c'est un État. La diplomatie vaticane est une horlogerie de précision qui se déploie dans le silence et le strict respect des protocoles interétatiques. N'en déplaise aux agités du clavier dans le monde réel, Paul Biya détient encore tous les leviers du pouvoir politique au Cameroun. Pour les chancelleries étrangères, de Washington au Vatican, tant qu'il est assis à étudier et reconnu par l'ONU, il est interlocuteur unique. Récemment, la diplomatie américaine, par la voix de Marco Rubio, a été claire. L'interlocuteur, c'est le régime en place. Le Vatican, État millénaire et légaliste, ne dérogera pas à cette règle pour plaire à des opposants du clavier. Par ailleurs, anciens bénéficiaires du régime qu'ils ont commencé à combattre à la perte de leurs privilèges. Puis, plusieurs personnes qui ont encerclé le président Chiroma sont devenus d'opposants opportunistes et revanchards, soucieux de régler des comptes à leurs amis d'hier. Le pape ne rentre pas dans un pays comme dans un moulin. Il y vient sur invitation des évêques, certes, mais avec l'autorisation souveraine du chef de l'État en exercice. Or, même lorsque le monde entier est en désaccord, comme cela est le cas actuellement avec le régime du Cameroun, arrivé à son terme selon la communauté internationale, il reste que ce régime reste au centre du jeu pour l'alternance. Le cas Chiroma entre courtoisie et stratégie. Le président Issa Chiroma, que nous soutenons, a compris que le changement ne se fera pas par des posts incendiaires sur Facebook, mais par un travail diplomatique intense et de coulisses. Cependant, il faut être lucide. Pour le Vatican, Chiroma n'est qu'un ancien ministre, un personnage politique secondaire dans la hiérarchie protocolaire. En attendant qu'il devienne officiellement président, il sera toujours reçu ou traité avec les égards et les limites dues à ce rang protocolaire. Lorsqu'il traite avec Rome, il est reçu par des évêques. Pourquoi? Parce que dans la structure de l'Église-État, un évêque a rang de ministre. Le Vatican applique la subsidiarité. Si vous n'avez pas l'onction de votre évêque local, Rome vous écoutera avec politesse, mais restera passive à défaut de demander la conduite à l'évêque dont vous dépendez. Le fait que les évêques camerounais se soient exprimés en faveur de M. Issa Chiroma a permis que son émissaire spécial soit reçu au plus haut niveau au Vatican le 19 décembre dernier. Il s'agit d'une marque de respect
et d'attention qui traduit la gravité de la situation au Cameroun. Un signal fort qui n'est pas encore un adoubement. C'est un traitement de faveur qui doit être consolidé par la crédibilité et non par l'agitation. Les récentes sorties des soutiens de Issa Chiroma sont scrutées au Vatican et contribueront à bâtir ou à reconstruire sa crédibilité internationale. Pour l'heure, le Vatican a bien pris acte du respect que le musulman Chiroma a envers le Vatican et l'en a félicité. La puissance de la parole contre le mur d'acier. Certains néophytes demandent au pape de ne pas venir. D'autres disent que le pape vient adouber le régime. Tous se tiennent que le pape n'a aucun pouvoir pour faire chuter le régime. Quelle bêtise! Ont-ils oublié l'histoire? Jean-Paul II n'a pas eu besoin de divisions blindées pour faire tomber le rideau de fer. Il lui a suffi d'une visite en Pologne et d'un cri « N'ayez pas peur ». Et voilà le mur de Berlin tombé et le vent de l'Est qui apporta la démocratie dans le monde entier, avec la fin du communisme. Le Vatican ne renverse pas les régimes à la manière de Donald Trump. Il les déconstruit par le dialogue, l'influence morale et le temps long. Avec le Vatican, tout est dans le détail. Le programme de la visite du pape du 15 au 18 avril ne laisse aucune ambiguïté sur les intentions du Vatican. Il s'agit d'une visite qui est d'ailleurs éminemment politique. Yaoundé pour le protocole, Douala pour interpeller le régime devant les travailleurs, Bamenda pour un discours historique sur la paix. 4. L'opposition la plus bête du monde. Il faut le dire avec candeur, une partie de l'opposition camerounaise est la plus improductive au monde. Incohérente, non conséquente, en passe d'idées, incapable de mobiliser des fonds, des foules ou de descendre sur le terrain, elle se contente de dénigrer ceux qui agissent. Demander au pape de cette ère, c'est ignorer que Paul Biya est un ancien séminariste, sensible à cette aura mystique et diplomatique. Le message du pape a plus de poids que 1000 pétitions d'activistes de salon. La seule chose sensée que l'opposition aurait bien pu faire serait de mobiliser la société civile pour se faire entendre de plus belle afin de donner le coup fatal au régime. Au lieu de quoi, cette opposition belle se livre à son propre massacre. Plusieurs insultent le pape à cause de leur non-adhésion à l'Église catholique, ce qui est déjà un facteur de division. Les catholiques verront d'un très mauvais œil une opposition qui s'attaque à leur foi millénaire. Et cela ne semble guère vraiment intelligent. Car les catholiques représentent les 3/5 de la population nationale. Combattre la visite du pape signifierait pour eux une attaque à leur foi. Et si, comme en 2018, les catholiques voyaient en Paul Biya le seul garant de leur foi catholique, l'opposition perdrait la petite force que ce même peuple leur a octroyée lors de la dernière élection présidentielle. Le choix de la crédibilité. Pour ne pas sombrer dans l'insignifiance internationale, Issa Chiroma doit s'éloigner des romanciers de Facebook. La diplomatie est une science de l'humilité et de la patience. Soit on continue à bâtir une crédibilité avec les partenaires privilégiés comme le Saint-Siège, soit on écoute les ignorants et on accepte de rester dans l'opposition pour les 40 prochaines années. Le Vatican pense en siècle, quand les politiciens pensent en prochaines élections. Pour gagner, il faut apprendre à accorder sa montre à celle de Rome. Par Jean-Claude Mbede-Fouda, journaliste, expert du Vatican et des relations internationales, ancien séminariste. Mon frère, tu as fait un bon travail. Mais tu sais que
dès le départ, j'ai dit, je ne peux pas être d'accord avec cette analyse. Pourquoi? Parce que je vois d'abord que, ici tu as dit, mon frère, mon cher frère et confrère, que le pape c'est un chef d'État, donc c'est pour ça qu'il ne peut même pas recevoir les sacrements, il reçoit les chefs d'État. Tanganji est quoi? Le pape ne l'a-t-il pas reçu? Le pape n'a-t-il pas reçu Antoine Zanga plusieurs fois, qui n'est qu'ambassadeur? Bon, vous allez me dire c'est un chef d'État. Bon. Et donc, deuxième des choses, pour aller dans un pays, donc, on doit forcément le pape, parce que c'est la diplomatie et puis tout. Le pape est arrivé en France. N'est-ce pas que le pape a refusé de venir à Paris voir Macron? Macron n'est pas chef d'État français, mon frère. Il a refusé. Il a refusé. Donc pour venir en France, il barre Macron. Mais pour aller au Cameroun, il accepte Biya. Il ne peut pas barrer Biya. Parce que Biya dépasse Macron, n'est-ce pas? C'est ça, non? Macron, c'est un petit ministre, c'est-à-dire qu'à Tanganji, au-dessus de Macron. Donc le pape a reçu à Tanganji un bandit. Mon frère, tu sais qu'à Tanganji est un bandit. C'est un voleur. C'est un assassin. Le pape l'a reçu, mon frère Mbédé. Et il a refusé de recevoir Macron, de rencontrer Macron. Oh, bon, continuons. Donald Trump a invité le pape, il a refusé. Disant que Macron, Donald Trump ne respectait peut-être pas les droits de l'homme, les ceci, les cela, il ne peut pas aller voir Donald Trump. Mais, mon cher frère, toi et moi, nous sommes en exil. Tu connais les Américains qui sont en exil? Qui sont envoyés en exil par Donald Trump? Tu connais les journalistes qui ont été assassinés par Donald Trump? Tu connais le nombre de prêtres que Donald Trump a assassinés? Mais Paul Biya, lui, nous voici en exil. Ce pape-là a vu comment l'armée camerounaise tirait sur des innocents. Ce pape-là a vu comment Anissé Kane est mort en prison. Ce pape-là a vu comment jusqu'à présent les gens gardent, c'est-à-dire les Djekam Tchameni, ils sont en prison. Et c'est Donald Trump qui est un dictateur, pas Paul Biya. Mamma mia. C'est donc magnifique. Je commence d'abord par là. Avant d'expliquer pourquoi le pape vient là. Parce qu'on dit que il faut être gentil, vous allez voir le pape, comme ça le pape va nous aider, il va faire ceci et cela. Donc depuis là, que les papes viennent. Depuis quand un opposant a refusé le pape. Et d'ailleurs même, les statistiques que les catholiques représentent 3/5 de la population, c'est faux. C'est entre 34 et 37%, c'est-à-dire on ne fait même pas 40%. Bon.
Si on est là au 3, 5e, c'est-à-dire qu'on dépasse déjà les 60, c'est quelque chose comme ça. Mais. Et aujourd'hui, il y a eu les églises éveillées qui sont venues arracher ces catholiques-là. Aujourd'hui, on voit les protestants qui sont en train de monter. Sans pour autant oublier les sectes dont notre régime adore. Oui, parlons donc de diplomatie. Puisque j'étais donc laissé mon cher frère donner ton point de vue, je veux aussi d'abord laisser le général Wangto qui est ici en exil depuis 92 ans. Je crois que les années 90. Les enfants ont été renvoyés de l'université. Mon frère Mbedi, tu le sais, non? Tu connais l'histoire des zéro morts, non? Qu'on brûlait les gens dans les amphithéâtres. Et que ces gens ont dû prendre la brousse pour échapper à Fauchivé. Ils sont allés au Nigeria, puis au Burkina Faso. Qui peut être cruel comme Paul Biya? Oui, ancien séminariste. Oui, tu as bien précisé, ancien séminariste, peut-être qu'il y a une solidarité. Mais pourquoi Paul Biya a été renvoyé du séminaire? Il fallait d'abord mettre ça là. Tu es renvoyé du séminaire et tu deviens l'ami des papes. Tu te dis que les prêtres t'ont renvoyé. Les évêques t'ont renvoyé. L'église catholique t'a renvoyé. Et tu redeviens leur meilleur ami. Bon. Derrière cette visite, avant de parler, je laisse la parole au général Wangto. Camerounaises, Camerounais, chers compatriotes, amis du Cameroun, mesdames et messieurs, c'est avec beaucoup d'appréhension que nous avons appris par voie de presse la prochaine venue du pape Léon XIV au Cameroun. Très cher Saint-Père, au lieu de placer un ballon de sonde pour savoir ce que pensent les Camerounaises et les Camerounais sur ce qui, hier encore, était perçu comme votre éventuelle visite au Cameroun, vos services et vous-même avez préféré vous passer de l'opinion des dizaines de millions de Camerounaises et de Camerounais et faire fi de la profonde crise post-électorale qui sévit actuellement au Cameroun. Saint-Père, vous eûtes vent de ce que Paul Biya est en train de voler la victoire du président élu et légitime Issa Tiroma Bakary, le cas échéant, a été votre réaction? Vous seulement au courant des centaines de personnes portées disparues ou assassinées par la milice armée de Paul Biya à l'issue du hold-up électoral du 12 octobre 2025? D'ailleurs, peut-être vous donner la peine de scruter la situation des droits de l'homme au Cameroun pour vous rendre compte qu'en 10 années, le Cameroun est devenu le pays francophone qui compte le plus grand nombre de prisonniers politiques ou d'opinion. Parallèlement à la guerre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest qui, elle, aurait fait au Bango 15 000 morts, 2 000 blessés, 1,5 million de personnes déplacées, dont 50 000 au Nigeria, des dizaines de milliers d'enfants orphelins, des milliers de femmes et d'enfants violés et des milliers de prisonniers politiques ou d'opinion. Avez-vous eu le temps de prendre connaissance des dossiers portant sur les nombreux cas d'assassinats non élucidés des religieuses, prêtres et prélats au Cameroun? Sainteté, est-il nécessaire ici de préciser que le minimum syndical pour la plus haute autorité morale au monde que vous êtes
consisterait à exiger le respect de la vie, des droits humains et de la fraternité au sein d'une nation. Comment espérer y arriver si vous êtes en incapacité d'appeler préalablement à la libération immédiate de tous les prisonniers politiques ou d'opinion, ainsi qu'à la convocation urgente d'un dialogue national inclusif? Pape, qui ne réagit pas solennellement face à une situation aussi calamiteuse que celle que traverse le Cameroun aujourd'hui, risque de ne point bénéficier de l'accueil chaleureux d'un peuple meurtri et désormais en légitime défense pour faire triompher sa souveraineté. Pour les raisons sus-évoquées, le Conseil des Camerounais de la diaspora CCD et la diaspora combattante pour le changement expriment leur profonde amertume de savoir que vous apprêteriez à aller absoudre le président assassin et usurpateur Paul Biya. Son père, veuillez cependant concéder aux millions de Camerounaises et de Camerounais qui se trouveraient extrêmement déçus par votre visite de ne plus croire au passage biblique qui, dans l'épître de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 13, verset 2, nous enseigne que tout pouvoir vient de Dieu. L'usurpateur et criminel Biya, que vous bénirez très bientôt, aura allègrement foulé aux pieds le dit enseignement biblique, et ceci non sans votre complicité. À Bruxelles, Berlin, Dakar, Londres, Mexico, Montréal, Madrid, Paris, Pretoria, Rome, Washington, le 28 février 2026. La diaspora combattante pour le changement, le Conseil des Camerounais de la diaspora CCD, les Amazones, les Bobitanap, la Basse Brigade Salina, Cameroun Patriotic Diaspora CPD, Cameroun Diaspora for Change, Kamdiak, Fourmi Magnan, Cameroun Coalition for Change, CCC, l'Union des artistes du changement, Front de libération du Cameroun, FNK, le général président Robert Wanto, le Cameroun libre ou la mort, nous vaincrons. Bon. À la suite de ceci, parce que lorsque quelqu'un vient, vous devez savoir ce qu'il vous apporte. Va-t-on éternellement accueillir des papes sans voir ce que ça apporte au peuple camerounais? Oui, c'est bien de dire que ce que les gens nous disent que oh, c'est la foi et tout et tout. Non, 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 non. C'est écrit dans la Bible. Nul ne viendra au Père que par moi. C'est Jésus-Christ qui le dit. Je n'ai vu nulle part où c'est écrit que pour venir à Dieu, il faut passer par le pape. Je n'ai pas vu. Et le pire, c'est quoi? C'est que si les interlocuteurs du pape étaient des hommes intègres, des hommes de foi, ça pourrait peut-être encourager le peuple. Nous sortons d'une élection volée. Vous dites que c'est le Vatican, c'est un État. Vous voyez partout au monde, lorsqu'on prête serment, il y a vos pères qui arrivent. Aucun chef d'État d'Afrique centrale n'est venu à côté de Paul Biya. Aucun chef d'État du monde n'est venu. C'est le pape qui se lève. Je m'en vais au Cameroun. Je m'en vais au Cameroun. Je veux faire 3 messes. Je veux faire ceci. Je veux faire cela. Hey. Vous dites que vous reconnaissez Paul Biya. Mais, mon cher pape, vous avez des ambassadeurs. Est-ce que ce ne sont pas les évêques du Cameroun qui disaient qu'ils sont déjà fatigués avec Paul Biya? Et ils appartiennent à quelle église? J'ai dit, hein? Donc, tout un évêque du Cameroun s'est levé pour dire mieux vaut le bon diable.
Mieux vaut le diable que de continuer avec Paul Biya. Malgré tout, le pape dit, je n'écoute pas mes évêques qui sont là-bas au Cameroun. Monseigneur Andrew Nkeya, c'est l'archevêque de Bamenda. Le 48e séminaire de ce qu'ils ont appelé séminaire annuel des évêques. C'était le 7 janvier 2025 à Bouya. Qu'est-ce qu'il avait dit? Qu'il voulait le changement. Que le peuple veut le changement. Monseigneur Cléda s'est levé, il a dit que Paul Biya triche les élections, impose ceci, qu'on est fatigué. Que c'est lui qui provoque des guerres, que ce n'est plus possible, qu'il ne peut pas diriger à cet âge-là. Monseigneur Emmanuel Abou, évêque de Ngaoundéré, a dit qu'on ne veut plus de Biya, oh, on ne veut plus de Biya. Mais on a vu ça en RDC. Pourquoi est-ce que le pape n'était pas parti là-bas pour dire que, oh, je reconnais seulement Kabila, et tout. Mais le pape avait écouté ce que les évêques disaient, qu'ils ne veulent plus de Kabila. C'est quelle qualité que les papes viennent seulement pour consolider Paul Biya. Tous les autres chefs d'État fuient Paul Biya et c'est les papes qui viennent. Monseigneur Cléda, Monseigneur Barthélemy Yaouda, Urgo, évêque de Yaoua, eux tous, ils avaient dit que on est fatigué. Est-ce que le pape a vu intervenir? Combien de fois les papes ont condamné les choses de l'apartheid, ont condamné ceci, ont condamné les tueries de masse et tout. Pourquoi les papes ne condamnent pas les tueries au Cameroun? Pourquoi? Parce que le Cameroun est une vache à lait. C'est un pays de corruption. Vous avez, vous tous vu, à Tangandji, il y a cela 9 mois. Il est allé où? Au Vatican, non? Pourquoi le Vatican a accepté de recevoir à Tangandji? Il est allé là-bas, il avait l'enveloppe. Tout le monde a vu l'enveloppe. On rigolait. Mais vous ne saviez pas que c'était vrai de la corruption. Le pape a fait semblant de bénir comme ça, il va à côté. Parce que le Vatican, c'est un État riche. Ils ont des terrains, ils ont ceci, ils ont des banques, et il y a des problèmes de fisc là-bas, il y a des problèmes de pédophilie là-bas, il y a des problèmes de... Il y a tout ce qui est aussi mauvais dans tous les États. Ne croyez pas que c'est, oh, comme on dit, Saint-Siège, qu'il y a les saints là-bas. Si oui, qu'est-ce que Tangandji va faire là-bas? On a vu la corruption en Mondovision. Pour que le pape vienne là, ce n'est pas pour la paix. C'est le gombo. Nvonda Yolo, le directeur du cabinet civil, a d'abord sorti 5 millions d'euros. Les démarches étaient entreprises par Tangandji et Antoine Zanga. Antoine Zanga est l'ambassadeur du Cameroun auprès du Vatican et en même temps auprès de l'ordre de Malte. C'est un franc-maçon. Biya n'a jamais nommé un ministre, un ambassadeur qui n'est pas franc-maçon au Vatican. Jamais. Antoine Zanga est là depuis combien de temps? Bientôt 18 ou 19 ans. Vous savez ce que ce monsieur fait? Vous savez comment sa femme est décédée en 2015? Vous avez vu les dénonciations?
où on disait que sa propre fille a quitté le mariage. Elle était mariée à un officier supérieur de gendarmerie. Pourquoi est-ce qu'elle a quitté le mariage? Parce qu'elle est devenue la femme de son père. Et c'est ce type-là qui représente le Cameroun au Vatican. Première enveloppe, 5 millions d'euros. Deuxième enveloppe, 5 millions d'euros. Ça fait combien? 6 milliards 539 millions de francs CFA. Dans un pays où il vous manque de tout. On passe par des lobbies. Donc, vous savez, c'est les lobbies qui font venir le pape. Ce n'est pas le pape qui décide que je viens. C'est les lobbies francs-maçons, les lobbies de l'orgue de Malte, les lobbies Illuminati, on va y revenir, qui font donc venir ce pape-là. Vous allez comprendre la sortie de Calix Brial un peu plus tard. Parce que je vais aller en profondeur un peu aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, nous allons disséquer les saintes écritures et les écritures diaboliques. Comment vous voulez que le Cameroun dépense autant d'argent? Mais, mon frère Mbédé, je t'interpelle. La chancellerie du Cameroun à Rome, elle est comment? Les gens ne souffrent pas là-bas? L'ambassadeur, comment est-ce qu'on l'appelait? Ou Abbas, attends, on l'appelle comment là? Lui aussi, il est là depuis 2009. Parce qu'il y a 2 ambassadeurs là-bas. Hein? Et il y a l'ambassadeur du Cameroun en Italie. Et il y a l'ambassadeur du Cameroun au Vatican. Et aussi à l'ordre de Malte. Donc vous voyez. Alors la chancellerie, c'est-à-dire l'immeuble, elle louait à 8 500 € par mois. La résidence de l'ambassadeur, 5 000 € par mois. Mon frère me dit, tu peux intervenir là et tu me dis si je mens. Ça fait 5 millions et demi plus 3 millions. Ça fait 8 millions et demi de francs CFA par mois. Est-ce que vous savez que l'État du Cameroun a été incapable de payer le loyer? Son loyer et 9 employés. 9 seulement. Hein. Ils sont arrivés au point où l'État du Cameroun devait, jusqu'en 2017, 100 millions d'arriérés de loyer. Les gens qui devaient même travailler, les mamans, les sociaux, là-bas, à Rome, là au paradis, la loi italienne demande qu'on augmente le salaire tous les 2 ans. Non, ils n'ont pas fait ça. Ils ont bloqué. Ils ont même fait des rappels à des gens qui avaient déjà pris l'augmentation jusqu'à dire que bon, désormais, on vous coupe encore cet argent parce que vous ne deviez pas avoir ça. C'est-à-dire qu'ils sont allés contre les lois de l'Italie. Résultat, le personnel de l'ambassade n'avait même pas, certains n'avaient plus d'eau, d'électricité ou de gaz. Biya est arrivé déjà là-bas en 2013. Toujours le pape qui reçoit Biya. On lui dit que regarde, on n'a pas ceci, cela, on n'a pas cela.
les bâtiments laissés étaient comme un musée abandonné, les plus crasseux. Donc vous voyez que l'État du Cameroun n'avait pas de l'argent. On était en train de les expulser. Il a fallu qu'on recrute un avocat sénégalais. C'est lui qui est parti négocier, ou bien il s'appelait Maître Ndiaye, qui est parti négocier pour qu'on accorde un peu les moratoires à l'État du Cameroun. Vous vous rendez compte à l'État du Cameroun pour pouvoir payer cela. Le Vatican était là. Le pape était là. On n'a pas appris que le pape vient aider les pauvres. Hein? Non. Vous prenez 6 milliards, 600 millions. Vous partez verser au Vatican. Et on n'est même pas sûr que le pape a reçu cela. Puisque c'est la somme qui transite par les caisses noires de Mondayolo, Atangandji et Antoine Zanga. Voilà les trois. C'est eux qui ont travaillé sur ce dossier-là. Le pape, bon, moi je t'informe, hein. Ton gombo c'est 10 millions d'euros. Ton gombo c'est 10 millions d'euros. Si tu ne t'ont pas donné ça, toi-même, tu dois dire que je ne parle plus. Revenez avec l'enveloppe, me donner. Parce que la petite enveloppe que Atangan y avait là, moi j'ai dit que non, ce n'est pas ça. C'est pas ça. Donc ils t'ont détourné ton enveloppe. Les gens sont en train de parler de paix. Qu'ils viennent là pour la paix. Quelle paix? Quelle paix? Quelle paix? Est-ce que Paul Biya veut la paix? Paul Biya ne veut pas la paix. Le pape, il vient pour résoudre la crise anglophone. Vous savez là où il va faire la messe? À l'aéroport. Il y aura le bir partout. Il y aura le bir partout. Donc sachez que ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui n'est pas qu'on nous apporte la paix. Il n'y aura pas de paix. Si lui-même il fait l'erreur d'aller dans un coin reculé de Bamenda, on va le kidnapper. On va le kidnapper. Vous voyez que Paul Biya lui-même il fuit là-bas, non? Donc vous voyez que pour qu'il soit à Douala, Yaoundé, Bamenda, vous avez déjà 6 milliards et demi que vous avez dépensé. La sécurité, ils vont encore investir avec ceci et cela, et ils vont encore sortir minimum 10 autres milliards. Qu'est-ce qu'on aura? Rien du tout. Mesdames et messieurs, ce n'est pas moi qui parle. Vous allez donc écouter de la même manière que j'ai écouté Père Ludovic, qui est très pertinent. Je vous invite à comprendre et à voir que on ne peut pas venir parler de paix dans un pays d'injustice. Ce sont les évêques qui le disent. Et je vais vous rappeler encore, je vais vous montrer encore l'image de la corruption qui était passée devant vous. Et vous avez oublié. On y va. Voilà ça. Voilà Tangandji avec le pape. On me dit qu'il ne reçoit que les chefs d'État. Vous voyez Tangandji, non? Avec l'enveloppe. Bonjour, sa sainteté, mon pape. Je veux que tout bénisse l'agence là. Si tout bénit ça, je ne veux pas aller en prison. Mon sainteté, mon fils, que la
paix soit avec toi. Mais je ne suis pas avec toi si tu dois aller en prison. Je veux que tu bénis l'agence là. Abinus cognecum ecundum. Amen. Mulinex sonago fongata. Mulinex sonatex some blessing benediction. Amen. Donc, parce que les gens veulent justifier les biens de Vondoyolo. Vondoyolo est le directeur de cabinet civil qui a fait pire que tous ses prédécesseurs. Vous savez pourquoi? Dites-nous. Parce qu'il arrive aux affaires lorsque Biya est fini. Les 75 milliards du budget du cabinet civil sont sa propriété. Puisque Biya ne travaille plus au palais, on a aménagé un bureau dans les appartements privés de Biya. Donc Biya ne travaille plus au palais, c'est un bureau secondaire, c'est là où il est. Donc, le fait de cet argent, c'est lui qui il achète les terrains, il construit des maisons aux femmes, il achète des voitures toujours en double et tout le reste. Donc, vous avez donc cet individu qui veut se cacher derrière la fortune et dire que son père était dans l'argent. Mais cet argent, donc les investissements qu'il fait maintenant, il attendait seulement d'être directeur. Est-ce que son père était riche, était plus riche que Dissamba? Non, attendez, je vais vous expliquer. Son père, nous le savons. Bien sûr, il faut dire riche, mais il faut comparer. Son père, quand... Donc, voilà des gens qui ont donc négocié, qui utilisent l'argent du peuple camerounais pour distribuer parce qu'ils veulent rester là et parce qu'ils veulent avoir une onction au moment où le monde entier a vu qu'ils ont volé une élection. Dieu condamne le vol. Dieu condamne les assassinats. Dieu condamne les détournements. Dieu condamne les injustices. Dieu condamne les abus de pouvoir. Qu'est-ce que le papier fera? Dans un pays où pour réussir un concours, on te demande de donner le derrière. Il faut acheter, il faut être le fils d'eux. Est-ce que c'est comme ça que Dieu nous apprend? Est-ce que c'est ça les Saintes Écritures? Est-ce que c'est ça l'Évangile? Comment peut-on parler de paix lorsqu'on prend des petits-enfants qui n'ont rien fait, qu'on torture, qu'on fait ceci, qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas d'avenir? Comment peut-on parler de paix dans des régions avec des guerres? On est parti tirer à l'église pour la crise anglophone. Ça a commencé à l'église. Paul Biya, dans un milieu sacré, c'est-à-dire que même pendant la première, la deuxième guerre mondiale, on ne voyait pas ça. Mais au Cameroun, Paul Biya a envoyé les gens aller tirer sur les statues de la Vierge Marie. Écoutez, l'évêque d'Ngandéré, ceux qui parlent de paix, qui viennent prêcher la paix. La paix avec des armes, la paix avec la famine, la paix avec des détournements, la paix avec le gombo, dans la soutane. C'est cette paix que vous croyez que un pape va arriver comme ça et va venir vous parler de la paix. Alors que votre marmite est vide, alors que vos enfants sont à la maison, alors que tous les concours d'avance, on sait bien que ce sera tel et tel et tel. Quelle paix il parle? Il y a beaucoup de situations dans notre pays qui constituent une menace réelle pour la paix. Ces situations que nous pouvons énumérer ici sous forme de questions. Est-ce que les enfants de pauvres peuvent encore espérer obtenir un emploi dans notre pays?
Ou encore, peut-on passer un concours dans ce pays ou espérer à une promotion sans avoir un pareil? Les pauvres peuvent-ils encore se soigner dans les hôpitaux? Les pauvres peuvent-ils encore immatriculer leur terrain? Les enfants des pauvres peuvent-ils avoir accès à une éducation de qualité? Peut-on encore espérer recevoir un service gratuit dans nos services publics ou privés? Est-ce que les pasteurs, les prêtres et même les évêques, est-ce qu'ils accueillent, écoutent, servent leurs fidèles d'égale manière? Est-ce que certains fidèles ne sont-ils pas victimes de la discrimination dans le service qu'ils sont en droit d'attendre de leur pasteur, de leur berger? Comment donc prétendre construire la paix dans notre pays quand certains Camerounais ont mal dans leur cœur à cause des injustices, des discriminations dont ils sont victimes, sans oublier leurs misérables conditions de vie qui est une véritable déshumanisation? Comment prétendre construire la paix durable dans notre pays quand à cause de la corruption, des détournements des biens publics, certains Camerounais ne peuvent plus recevoir le minimum de services qui leur est dû? Comment construire la paix durable dans notre pays quand certains fidèles ne peuvent plus recevoir les conseils, les réconforts, le soutien spirituel, le service qu'ils attendent de leur pasteur, de leur berger? Vers qui doivent-ils se tourner finalement? En bref, peut-on véritablement collaborer à la construction de la paix lorsqu'on a mal dans son âme ou dans son corps? Ou encore, lorsqu'on n'est même pas capable de dire qu'on a mal, qu'on nous oblige à dire que nous allons bien alors que nous allons mal? À la suite des évêques du Cameroun, posons-nous donc cette question, chers frères et sœurs. Ne suis-je pas, dans mes pensées, dans mes paroles, dans mes actes, dans mes publications, dans mes interventions et mon comportement au quotidien, acteur ou complice de la montée de la haine ou de la colère dans mon pays? Est-ce que par ma manière de vivre, je n'entretiens pas ces fléaux? Je ne suscite pas de la colère, autant de choses qui nuisent gravement à la cohésion sociale. Ces comportements, certes, ne sont pas généralisés sur tous les Camerounais ou les habitants du Cameroun, parce que nous savons qu'il y a beaucoup d'âmes de bonne volonté dans les services publics comme dans les services privés, dans les familles ou partout où elles se trouvent, des personnes qui travaillent, des personnes qui prient pour la construction de la paix au Cameroun. Nous souvenons. Voilà. Ici, ce n'est pas Ngono qui le dit. Vous comprenez donc que lorsque vous avez Emmanuel Abou de Ngaoundéré, Monseigneur Emmanuel Abou, qui pleure, qui sait qu'il ne peut pas avoir de la paix avec Biya, le représentant de l'Église, du pape, au Cameroun et en Guinée équatoriale, n'a-t-il pas été hué dernièrement au Nozo quand il a voulu parler de Paul Biya comme étant un chef d'État? Ça pouvait s'arrêter là. Le pape, si vraiment il comprenait, parce qu'on dit, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Ce n'est pas la voix de Paul Biya qui est la voix de Dieu. Le pape est au service de Dieu.
Et le peuple de Dieu a dit non à Paul Biya. Sauf qu'aujourd'hui, l'Église de Dieu n'est plus entre les mains seulement des hommes de Dieu. Elle est entre les mains des intérêts matérialistes, parfois même satanistes, lobbyistes. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, parfois l'Église devient affairiste, noyautée, au point d'avoir une tendance franc-maçonnique.